Bonjour à tous. Actualité politique oblige, nous reviendrons avec nos invités sur la situation explosive qui prévaut au sein du PAM, seconde formation politique nationale au Parlement et première dans les territoires. Le secrétaire général Hakim Ben Chemmas est chahuté par la technostructure de son parti et lui, en réaction, a suspendu de leurs fonctions les secrétaires provinciaux d'à peu près tout le pays. Ces derniers contestent et la décision et celui qui l'a prise. Depuis son élection au secrétariat général du parti en mai 2018 et en remplacement d'Ilyas Al-Omari lui-même poussé vers la sortie, Hakim Ben Chemmas n'en finit pas d'essayer de vaincre, mais sans convaincre. Or, en plus de ses fonctions partisanes, M. Ben Chemmas est aussi président de la Chambre des conseillers. Nous examinerons donc avec nos invités les perspectives à court terme au sein de cette formation. En seconde partie, en actualité internationale, nous irons en Algérie qui, après 16 semaines de contestation, a plongé dans le vide constitutionnel. Abdelaziz Bouteflika est parti, une partie de son entourage, dont Ahmed Ouihia et Abdelmalek Sendal, est en prison. Un président par intérim a été désigné avec comme objectif d'organiser une présidentielle. Mais pas de candidat. Le chef de l'État veut rester en place, mais le véritable pouvoir est ailleurs, entre les mains du général Gaïd Saleh et surtout entre celles de la société civile qui commence à s'organiser. On reviendra sur la situation dans ce pays. Avec nous pour débattre de ces deux thèmes, Naïm Kamal, vous êtes directeur de Kuwait.ma. Bonjour, merci d'être là. Mohamed Zainabi, vous êtes rédacteur en chef de l'Observateur d'Afrique. Bonjour et merci aussi d'être là. Abdelhamid Belkhta, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Mohamed V de Rabat. Merci à vous d'être là. Bonjour. Et bonjour, on va inverser les choses pour changer. Alors, le PAM. Le PAM se trouve dans une tourmente institutionnelle. Hakim Ben Chemmas est en difficulté et c'est le moins qu'on puisse dire. Le président de la Chambre des conseillers est aussi le quatrième personnage de l'État et il ne tient plus ni ses troupes ni ses cadres. Plus grave, les décisions institutionnelles qu'il a prises sont refusées par ceux auxquels elles s'appliquent. Et cette semaine, la présidente du Conseil national, Fatem Zahra Mansouri, l'a violemment taclé. Mohamed Zainabi, on commence avec vous. Un retour sur les derniers événements ayant marqué le PAM, essentiellement la désignation de la commission préparatoire du 4e congrès et sa révocation par Ben Chemmas et son président avec, l'exclusion d'Ahmed Khchichin du bureau politique et le tac dont je parlais à l'instant de Fatem Zahra Mansouri. Il se passe quoi au PAM? Ça joue au ping-pong, voilà, ça joue grave au ping-pong. D'un côté, Ben Chemmas et ceux qui restent avec lui se targuent de défendre l'institution, le règlement intérieur, et de l'autre, c'est en se basant sur le règlement intérieur et sur la volonté de pousser l'institution à aller de l'avant vers plus de démocratisation que les détracteurs de Ben Chemmas et ses suiveurs réfutent, rejettent et s'indignent devant toutes ces dernières décisions, décisions qu'ils qualifient d'inopportunes, d'immatures, se basant seulement sur la colère de Ben Chemmas et ce que disent ses détracteurs. Alors, on a contacté l'un et l'autre pour en avoir le cornet. Alors, aux dernières nouvelles, il y a Souheila Righi qui vient aussi de démissionner. Ça fait 3 jours. Voilà, ce qui montre que l'hémorragie va se poursuivre dans ce parti. Le Conseil national vient d'émettre un communiqué rejetant l'ensemble des dernières décisions du secrétaire général. C'est-à-dire la révocation du coordinateur, la révocation du coordinateur de la commission, du coordinateur national du parti, et du président de la commission préparatoire du parti. Cela s'ajoute à la révocation de Wahbi, de Ben Azzouz et d'autres, etc. Et donc, la crise est trop profonde pour être réglée. Et la réunion des opposants qui ont, depuis le début, lancé l'appel à l'avenir, va se tenir en principe samedi et va décider un petit peu de l'avenir du parti, ou au moins donner une quelconque visibilité à ce qui s'y passe. Et dans l'un et l'autre camp, malheureusement, au grand public, les uns et les autres, Ben Chemmas l'a dit dans une vidéo qu'on peut consulter sur Internet, on parle de cuisine interne. Les uns et les autres disent qu'on a des dossiers, les uns contre les autres, etc. Et tout cela n'honore absolument pas la politique
et voilà, et approfondit la désaffection et la justifie qu'on constate dans le pays. Donc c'est effectivement une partie de ping-pong avec des ping et des pong et des coups qui pleuvent de tous les côtés. Alors Naïm Kamal, tout est parti de la réunion du 19 mai apparemment, là, où a été désignée la commission préparatoire du 4e congrès, qui a été révoquée après, le président a été révoqué. C'est parti encore. Est-ce qu'on peut parler d'une guérilla finalement de Hakim Ben Chemmas qui se sent quelque part acculé, pour ne pas dire poussé vers la sortie, par ses cadres, par ses pairs, par les fondateurs du parti? D'abord, j'aimerais dire à propos de cette partie de ping-pong. La figure est tentante, mais une partie de ping-pong, quand elle est menée par de vrais joueurs, est agréable à voir. Ce qui se passe au PAM est affligeant. Ça n'a rien à voir avec une partie de plaisir que le public ou les spectateurs puissent suivre avec plaisir. Maintenant, ce qui se passe à l'intérieur du PAM, d'abord, on le sait, on l'a suffisamment répété ici, c'est une guerre d'ego. J'ai entendu M. Mohamed Zainabi parler des divergences entre un clan et un autre, mais autour de quoi ils divergent? Sur quoi ils divergent? Quelle est la pomme de discorde qui est en train de les partager et de les faire partir à volo et de les diviser? C'est ce qu'ils oublient d'expliquer au grand public. Parce qu'il n'y en a pas. Parce qu'en vérité, il n'y en a pas. Et c'est pour ça, c'est finalement une querelle de personnes, de positionnement. Chacun a une petite principauté. On est dans Tawaif, une petite principauté ou un petit îlot sur lequel il gouverne ou qu'il dirige comme il l'entend et entend prendre l'îlot de l'autre. On en est là. Vous me dites c'est une guérilla. Une guérilla, il a des objectifs, il a une utopie noble qu'elle doit suivre. Là, on n'en trouve pas. Pas toujours, les guerriers n'ont pas toujours des objectifs nobles. Non, j'ai dit des utopies nobles. Je n'ai pas dit des objectifs, des utopies. C'est-à-dire ils sont menés par un idéal, qui est souvent un idéal de justice, d'équité, d'égalitarisme, etc. Après, ce qu'il en advient, c'est une autre histoire. Dans l'appel à l'avenir, il y a de cette littérature-ci que les opposants de Ben Chemmas entendent défendre la démocratie, etc. Oui, mais ça c'est des termes génériques qui ne veulent plus rien dire à force d'avoir été utilisés partout et par tout le monde. Maintenant, est-ce qu'on nous offre une analyse concrète de la situation du PAM et de la situation du PAM dans le contexte actuel du Maroc et dans les perspectives d'avenir? C'est en ce moment-là que ça deviendrait intéressant. Mais là, peut-être je vais anticiper sur le débat, mais j'ai vu la conférence de presse d'Abdeltif Wahbi, l'un des meneurs de la fronde contre Ben Chemmas. Je l'ai suivi avec beaucoup d'attention, à défaut de beaucoup d'intérêt. Et qu'est-ce qu'il dit? Il accuse Ilyas Aoumari d'essayer d'influer par quelques affidés qu'il aurait encore à l'intérieur du PAM, par téléphone, etc. Et il lui dit de s'arrêter là et d'observer ses limites, ce qu'il appelle lui le houdoud. Sinon, du linge avec la menace. J'y arrive. Oui. Et ce qu'il dit, il ne développe pas d'idée. Il dit, je suis au courant de détails et s'il ne s'arrête pas, je vais tout dévoiler, tout divulguer, tout révéler. C'est-à-dire, on est dans le linge sale. Qu'est-ce qu'il va nous divulguer? D'ailleurs, il a fait un journaliste qui lui demande de divulguer, justement, parce que il dit, son métier d'avocat reprend le dessus, et il dit, on n'est pas dans un interrogatoire. Mais en ce moment-là, il ne fallait pas menacer. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'Ilyas lui a confié des confidences? Il lui a parlé de personnes précises dont il va dévoiler le nom et les méfaits? Est-ce que c'est ça le jeu favori de nos partis politiques? Est-ce que c'est ça le débat d'idées? Est-ce que c'est ça le débat de projet et d'avenir qu'on attend d'un parti qui s'y dit dans l'authenticité et la modernité? Un jour, j'aimerais bien seulement qu'on nous explique la dialectique, authenticité
modernité. On va attendre ça. Mais avant de continuer, Abdelhamid Belkhattab, vous êtes professeur de sciences politiques. Hakim Ben Chemmas n'est pas uniquement secrétaire général du PAM. Il est aussi président de la deuxième chambre, de la Chambre des conseillers. À ce titre, il est quatrième personnage de l'État par ordre protocolaire. Il dirige au sein de sa chambre un groupe important de 23 ou de 24 conseillers. Il a un groupe d'une centaine de députés dans la première chambre, qui dépend de son parti. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, une menace de dysfonctionnement au niveau de l'institution parlementaire quand on voit comment ça se passe au sein du deuxième parti parlementaire de ce pays? À ce sujet, non, je dirais non. Il n'y aura pas d'impact direct sur le fonctionnement des institutions constitutionnelles, notamment la première chambre et la deuxième chambre. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où les élus sont là, ils représentent non plus leur parti, mais la nation tout entière. Et ils sont élus à leur poste, notamment lorsqu'on parle de Ben Chemmas, il est élu président de la Chambre des conseillers, non pas en sa qualité de partisan du PAM, mais en sa qualité de député de la nation. Donc, le vote lui a été attribué à titre personnel. Dans ce cas-là, rien à voir avec le parti. Les partis, lorsqu'on parle de partis au sein du Parlement, on parle de la constitution de majorité. C'est là où intervient la notion de parti. Mais en ce qui concerne le statut juridique des députés, c'est un statut qui est intuitif personnel. Ça n'affecte pas l'institution en général. Donc la crise du PAM ne peut pas avoir un impact direct sur le Parlement. Évidemment, s'il était membre de la coalition parlementaire, on aurait parlé d'une crise gouvernementale, mais là, il est à l'opposition, donc ça ne va pas affecter véritablement le fonctionnement du Parlement. D'accord. Alors, Mohamed Zine, oui. Mais j'ajouterais juste que sur le plan institutionnel, il n'y a pas d'impact, mais sur le plan du travail de l'opposition, ça affaiblit fondamentalement l'opposition. Il n'y a pas d'opposition groupée. L'opposition, il y a deux partis. Il n'a jamais joué son rôle en tant que parti. Mais encore, on est dispersé. Et encore, il va le jouer encore moins maintenant que des parlementaires s'opposent à Ben Chemmas de son propre parti. Comme dans la Chambre des conseillers, on trouve aussi que le PAM est divisé. Donc, il n'y a pas voilà. d'honneur, de mot d'ordre reconnu et respecté. C'est-à-dire que si demain il y a une position à prendre et que le mot d'ordre vient du secrétaire général, il n'est pas sûr, il n'est pas certain qu'il serait suivi par l'ensemble du groupe parlementaire du PAM. C'est là où effectivement ça peut créer et ça influe sur non pas la fonction du président de la Chambre des conseillers, mais sur le fonctionnement du groupe parlementaire et de la Chambre des conseillers et du Parlement et de la Chambre des représentants en même temps. Parce mais attention, cette guerre arrive aussi au sein du Parlement. Et donc, ceux qui s'opposent et celles qui s'opposent à Ben Chemmas vont par tous les moyens essayer de le contre-attaquer. C'est ce que je voulais dire, parce qu'il a des secrétaires provinciaux qu'il a suspendus de leurs fonctions, des gens du bureau politique qui ont été exclus. Est-ce qu'ils ne vont pas, puisque c'est une querelle de personnes, est-ce qu'ils ne vont pas essayer de tacler leur secrétaire général en prenant le contre-pied de ses décisions au Parlement? Mais clairement, bien sûr. On est dans ce cas de figure, dans une guerre de tranchées. Donc, tous les coups semblent permis. Et par exemple, Wahbi... Même les coups de poing. Et même les coups de poing, puisque voilà. Et les coups de Trafalgar, on va voir samedi. Maintenant, Wahbi et les opposants à Ben Chemmas sont assez procéduriers. Wahbi étant un avocat, il lui a envoyé par huissier de justice le refus, le rejet de ses décisions. Autre élément important qui est aussi fondamental, c'est que les cofondateurs du Mouvement pour tous les démocrates et les cofondateurs du parti ont appelé tout le monde à la raison et en premier Ben Chemmas, son vrai nom, parce qu'ils constatent que tout cela dérive et que le parti à ce train-là va aller à volo, clairement.
Est-ce qu'il a, on parle beaucoup de ses contempteurs, est-ce qu'il a encore des partisans? Alors, on en a contacté quelques-uns qui nous disent, par exemple, dans la réunion où les décisions de licenciement, de révocation de certains, de suspension d'autres, etc., ils disent que le quorum a été atteint et que les décisions, de ce fait, sont légales. Et donc, oui, Ben Chemmas a encoché ses suiveurs, mais les opposants disent qu'ils ont maintenant 33 personnes du Conseil fédéral sur les 64 qui sont opposées au secrétaire général. Autre chose que j'ai relevé, c'est très juste. Ouais, que j'ai relevé à partir d'une intervention vidéo de Ben Chemmas lui-même, il dit que ceux qui disent que je ne fais tout ça que pour me maintenir au poste de secrétaire général, il faut fausse route. Il rappelle sa feuille de route présentée pour 2 ans, 2018-2020, et il dit qu'à cette échéance, il mettait en jeu son poste de secrétaire général. Justement, ça devient pratiquement de l'histoire ancienne. Vous parliez un instant de Ilyas Al-Omari, dont a parlé Abdeltaif Wahbi. Hakim Chemmas, lui, dit qu'il y a du Ilyas Al-Omari, donc l'ancien secrétaire général, derrière tout ça. Wahbi également. Faux. Wahbi également le dit. Moi, vous m'apprenez pour Ben Chemmas. Mais bon, écoutez, il ne faut jamais oublier quelque chose. La cheville ouvrière du PAM, disons, celui qui a été au four et au moulin, c'est bien Ilyas Al-Omari. Oui, c'est quelqu'un qui connaît bien. C'est l'histoire. L'un des fondateurs. C'est l'histoire. Ça a été vraiment, avec un entre-gens très, très surprenant. Il avait réussi à mettre cette machine en branle. On ne peut pas lui nier ça. Et vous savez, est-ce qu'il n'est pas, attendez. Est-ce qu'il n'est pas aussi la cause de ce qui arrive au parti? Oui, je dis le statut d'abord originel du personnage. Et c'est pour dire que dans ces conditions-là, il est toujours frustrant et difficile de couper le cordon ombilical et de tourner la page et d'aller voir ailleurs, d'aller faire autre chose. Et évidemment, Ilyas Al-Omari, on le connaît tous, c'est un personnage qui est dans la politique, qui est par la politique, qui n'existe que par elle. Et c'est très difficile de le sortir de cette matrice. Parce que sinon, il retomberait Alors, est-ce qu'il n'a pas été sorti? Parce qu'en général, pour abonder dans ce que vous dites, il devient président d'honneur ou secrétaire général d'honneur. Non, c'est-à-dire Ilyas Al-Omari, mais il n'a pas été mis quelque part de... Ilyas Al-Omari a toujours agi ainsi. Il agit par des coups de tête et par des « je vais m'en aller » et par des « je pars » et par des « je monte à la montagne », je me fais reclus ailleurs et j'attends qu'on m'appelle. Or, cette fois-ci, on l'a pris au sérieux. C'est l'histoire de la chef de M. Soga. Et donc, personne ne l'a pris au sérieux. N'oublions pas quand même que Ilyas Al-Omari est un ami intime de Ben Chemmas. C'est lui son oui, mentor. Et d'ailleurs, c'est son mentor. Et Ben Chemmas, c'est une création ex nihilo de Ilyas Al-Omari. Il n'existerait pas sans Ilyas Al-Omari. Alors maintenant, essayer de les séparer, c'est essayer de séparer une personne en deux. C'est le coup classique du Brutus. Oui, voilà. C'est le coup classique. Maintenant, Ilyas Al-Omari s'est retiré, il a été obligé de se retirer, d'accord, mais il a quand même placé Ben Chemmas. Le problème de M. Chemmas, c'est qu'il n'a pas le profil d'un leader charismatique. Il n'a pas le charisme d'Ilyas. Donnez-moi le nom de quelqu'un qui en a le profil. Malheureusement, dans le PAM, il n'existe personne qui a ce charisme-là. Ce sont là des chasseurs de primes, de gros chasseurs de primes. C'est un agrégat. Le PAM, c'est un agrégat de chasseurs de primes, avec quelques je dirais, rêveurs de gauche qui rêvaient de quelque chose qui n'a jamais existé. Et finalement, le grand problème du PAM, c'est qu'il n'a pas d'identité politique. L'identité politique, c'est ce qui aurait pu cimenter justement cet agrégat. Malheureusement, en l'absence de cette Alors, on va revenir sur ce point-là. On reste avec vous. Au niveau du PAM, ça ne marche pas très fort. Au niveau du Parlement, c'est coup-ci, coup-ça. On a vu ça. Il peut y avoir des conflits personnels ou des rancœurs personnelles. Et la justice. Mohamed Zeinabi a parlé maintenant de huissier qui est parti remettre un document d'Abdeltaif Wahbi. Est-ce que
Ben Chemmas irait jusqu'à la justice, comme il a laissé entendre, ou est-ce que quelque part, la justice ne doit pas faire une autosaisie, carrément, de voir ce qui se passe? Non, autosaisie, non, quand même, il faudrait qu'il y ait des gens à qui on a porté préjudice et qui se plaignent. Justement, il n'y a pas de plainte jusqu'à présent, donc la justice ne peut pas se saisir elle-même. Il faut qu'il y ait tout de même un litige. Jusqu'à présent, il n'y a pas de litige juridique au sens propre du terme. C'est un litige interne qui doit être résolu. Le problème, c'est que même si ce litige sortira du cercle intérieur du parti et arrivera à la justice, je ne crois pas que la justice puisse justement trouver une solution à la crise structurelle, historique, fondamentale du PAM. Pourquoi? Parce que, justement, vous avez deux clans. L'un se targue d'agir conformément au règlement interne. Et justement, la justice va le suivre. Dans ce cas-là, lorsque le juge statuera sur ces questions-là, il va toujours consulter le règlement interne du parti. Et une réunion qui n'a pas eu l'aval, justement, de la direction du parti est une réunion qui n'a pas d'existence juridique. Mais le problème, c'est que... Donc, juridiquement parlant, il y a véritablement un problème. Hein? Ben Chemmas est dans une bonne posture, quand même. Juridiquement parlant, les autres, bon, on ne peut pas élire qui que ce soit en dehors des règles qui fixent et qui organisent justement le fonctionnement des commissions, etc. Donc, on va laisser Naïm commenter, puis après vous, Mohamed Zeinabi, sachant qu'on arrive vers la fin de la première partie. De la même manière, je vais le dire très brièvement, de la même manière qu'il n'est pas bon que la politique se mêle de la justice, il est mauvais que la justice s'occupe de la politique. L'activité d'un parti, le travail d'un parti, qui est celui des idées de l'organisation, doit rester en dehors de la justice. On l'a vu, ça s'est passé avec le Istiqlal au temps de Shabbat, et c'était très mauvais. La justice a tellement de choses à faire qu'on n'a pas besoin vraiment de l'amener à s'occuper aussi des divergences à l'intérieur d'un parti. C'est un débat d'idées qui doit rester un débat d'idées, qui doit se porter. Et c'est peut-être, on va revenir, parce que vous me dites qu'on termine la première partie, j'ajouterai une phrase après. Ok. Alors, les deux partis menacent de recourir justement à... C'est mauvais, je sais. Recourir à la justice, et ils pourraient y arriver. Hein. S'ils arrivent à l'impasse, etc., il n'est pas exclu que les deux partis recourent à la justice pour se faire justice. Et ça serait là aussi de bonne guerre, mais que la justice s'autosaisisse de ce dossier, il est exclu. Alors, sur la question de manque de relais, personne charismatique, inexistante, etc., je pourrais vous offrir la transition. C'est ça le danger dans un parti, dans un pays. Les formations politiques, normalement, doivent être des pépinières d'élite, de personnes charismatiques, de jeunes qui ont des idées, de nouvelles idées, etc. C'est comme ça qu'une société bouge sur le plan politique. De primes, mais lorsqu'on est des chasseurs de primes. Sachant que la genèse de tout ce parti était le mouvement pour tous les démocrates. Où est la démocratie? Les chasseurs sont toujours un commentaire égaux entre eux. vous, Naïm. Voilà. Ok, allez-y, Naïm. C'est-à-dire, vous savez, moi, parfois, ça me désole, cette situation, parce que voilà un parti qui est né d'une idée généreuse. Cette idée généreuse est très simple. Et c'est d'abord d'aller chercher un électorat défiant, qui ne vote pas, et ne pas aller concurrencer les autres partis sur leur propre capital électoral. De conquérir cet électorat nouveau par une acception, une conception moderne de l'authenticité et de l'islam. C'est-à-dire qu'il y a là un sujet de hautes études auquel il fallait s'attaquer, auquel il fallait donner un contenu, qu'il fallait nourrir et alimenter pour qu'il puisse porter un débat. En lieu et place, on assiste à quoi? À des querelles de personnes. Alors, on arrive vous le dites juste après, on arrive déjà à la fin de la première partie. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
Retour sur le plateau du débrief. Nous poursuivons quelques minutes notre discussion sur la situation interne au PAM avant d'aller en Algérie. Alors, dernière question, on va faire un petit tour de table. On a discuté un peu des problèmes qu'il y a au niveau du PAM. Mais bon, il n'y a que des problèmes au niveau du PAM entre les dirigeants et avec une base électorale qui regarde. On va rester quelques secondes, faire un tour de table sur les perspectives d'avenir sur les quelques mois ou même les 2 ans à venir d'ici aux élections, sachant, encore une fois, que c'est la deuxième force politique parlementaire du pays. On commence avec vous, Abdelhamid Belkhatab. Oui, justement, on assiste aujourd'hui à la déconfiture d'un grand parti. Donc, ce parti, est-ce qu'il tombera dans les oubliettes? Est-ce qu'il cessera d'exister? Je dirais non. Il continuera d'exister, mais nous assistons quand même à la fin d'un grand parti. Il ne sera plus comme il a été jusque-là. Nous serons devant un parti politique de taille petite, de petite taille. Il aura certainement, il pourra jouer toujours un rôle dans la scène politique. Pourquoi? Parce que nous savons très bien que le mode de scrutin de liste proportionnel permet aux petits partis d'agir et de prendre une place dans les coalitions gouvernementales. Donc ce n'est pas la fin de ce parti, mais je dirais que c'est la fin d'un grand parti. Naïm Kamal. Écoutez, vous savez, moi je vais vous donner l'exemple de l'Union constitutionnelle. L'Union constitutionnelle, dès que le Matebo Abid est parti, il a commencé à mourir lentement. Aujourd'hui, elle a résisté un peu avec Abdelatif Siblali. Oui, j'ai dit à mourir lentement. Voilà, tout à fait. On est d'accord. Ça a pris du temps et il nous faudrait et beaucoup d'énergie, et beaucoup de force et beaucoup de finances se sont perdues ainsi dans la nature. Et ça serait mauvais que ça se produise de la même manière pour le PAM. Moi, je crois que la mission pour laquelle est né le PAM, pour laquelle il a été créé, n'a pas été au bout de son processus et qu'il faudrait aujourd'hui en prendre acte. Et ça serait bien parce qu'il y a dans cette partie de la scène politique marocaine, disons, libérale, de droite, tout en étant démocrate. Libérale, je voudrais l'entendre dans le sens du XVIIIe siècle. Il y a trop de partis. Peut-être qu'une autodissolution ou une intégration d'une autre formation, le RNI, ou alors une fusion, imaginez quelque chose qui peut rassembler ces forces qui finalement ont un même dessein, ont un même objectif, et il y a possibilité de faire quelque chose avec ça. Mais rester en l'état actuel des choses, c'est mauvais pour tout le monde. On est en train de... Le mot de la fin sur ce thème. Bon, on est en train de revivre un remake de ce qu'on a vu à l'USFP, par exemple. Des dissidents mécontents, etc., se sont d'abord battus individuellement à l'intérieur, et certains en sont venus aux mains carrément. Et puis par la suite, voyant qu'ils n'obtiendraient absolument pas gain de cause, ils sont sortis. Benatir avait créé son parti avec Amaouil et le syndicat, etc. On est en train, puisque nos partis ne semblent pas tenir compte de l'enseignement de l'histoire, on est en train de revivre les mêmes dramatiques histoires dont le pays n'a pas besoin. Un pays qui veut se tourner vers la démocratie, qui veut redonner confiance aux jeunes, qui veut créer des espaces de débat, etc. Encore que le PAM n'a pas le même poids dans la mémoire clairement. des gens. Alors, comparaison n'est pas raison, toute proportion gardée, mais il y avait un enseignement, il y a un enseignement à tirer de l'histoire de l'USFP que le PAM, on le constate avec amertume, n'en tient pas compte et c'est dommage. Alors la réunion de demain sera décisive pour montrer le poids des opposants face à Ben Chemmas et à partir de là, peut-être que ce tableau opaque va peut-être s'éclaircir. Donc on va attendre ce samedi. D'ici là, le feuilleton continue. Un dernier mot, Naïm ? Oui, vous savez, qui me vient à l'instant. Vous savez que le mal de la gauche marocaine, c'est la division perpétuelle, la scission perpétuelle. On l'a vu, que ce soit au niveau de l'extrême gauche ou au niveau de la gauche traditionnelle qui a été l'UNFP, l'USFP, qui a été le mouvement national. Et c'est peut-être ce mal que les gauchistes qui ont intégré le PAM ont importé avec eux
au PAM. Ah, c'est intéressant comme idée. Enfin, on va continuer à regarder, à observer en spectateur, en observateur, ce qui se passe au sein du PAM et on leur souhaite le meilleur courage du monde. On passe au second thème, donc l'élection présidentielle, comme dit en début d'émission, On va passer du coq à l'âne. Où il y a aussi un feuilleton, mais c'est quand même plus exaltant ce qui est en train de se passer en Algérie avec une population, un public absolument extraordinaire. Ça fait 16 semaines que ça dure et c'est pas près de s'arrêter. Et les feuilletons. Alors l'élection présidentielle a été annulée et reportée sine die. Le président par intérim, Abdelkader Ben Saleh, voit son mandat prolongé par le Conseil constitutionnel, mais sans véritable base juridique. La rue est toujours en veille et en ébullition, mais fait nouveau, la société civile commence à s'organiser et le général Ahmed Gaïd Saleh, chef d'état-major, semble s'être fait discret depuis qu'il est frontalement attaqué par les manifestants. Naïm Kamal, on commence avec vous pour ce thème. Alors, il y a eu l'industriel Mahiddine Tahkout qui a été arrêté et en milieu de semaine, c'est les deux anciens premiers ministres, Ahmed Ouhia et Abdelmalek Sellal. Ça va s'arrêter où? Ce sont des arrestations, c'est la justice, ce sont des règlements de compte qui sont téléguidés par Gates. Enfin, ça s'arrêtera où? En même temps, un peu de tout ça. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on donne des bûches au foyer de feu qu'est la contestation populaire, on est en train d'écarter des gens qui auraient pu être gênants ou ont été gênants ou sont encore gênants. Maintenant, on ne peut pas, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que ça s'arrête aux civils. C'est comme si la hiérarchie militaire de l'Algérie était innocente. Le général Taufer aussi qui a été arrêté. Oui, mais lui pour d'autres raisons que la corruption. Lui, il a été arrêté pour complot contre l'autorité de l'État. Là, on est vraiment dans la corruption, dans la manipulation de l'argent, les finances, tout ce qui est bassesse, entre guillemets. Donc, ce n'est pas normal, alors qu'on sait que c'est l'armée, c'est-à-dire que tout civil en Algérie qui investit, qui a de l'argent, qui a bénéficié des avantages de l'État, il y a derrière un officier supérieur de l'armée. Et ce n'est pas normal que ça s'arrête là si ça veut avoir vraiment du sens. Aujourd'hui, ce qui se passe en Algérie est quand même perturbant. On a l'impression que l'armée s'installe dans son état d'observateur qui, de temps en temps, donne une impulsion à ses positions vis-à-vis du mouvement, et un mouvement qui s'installe dans la contestation permanente et continue. Chaque vendredi, nous avons la population qui sort, chaque mardi, ce sont les étudiants, et le processus continue et on s'observe. C'est très mauvais, parce que dès que quelque chose stagne en l'État, c'est une marque, et c'est une marque qui peut devenir infectueuse. On va rester sur cette question de ce qui va se passer. Donc nous allons, au bout de 4 mois à peu près, donc un président déchu, un 5e mandat qui n'a pas eu lieu, un président qui a été désigné donc légalement et constitutionnellement, mais qui devient totalement instable. Et puis cette semaine, le général Gaïd Saleh n'a pas fait de discours, mais il y a eu un article, un éditorial dans la revue El Jaish où il parle toujours de l'égalité constitutionnelle. Alors comme disait il y a un instant Naïm Kamal, la société civile commence à essayer de trouver un embryon de solution. Comment devrait réagir l'armée ou comment va-t-elle réagir avec ce qui va se passer ce week-end et la semaine à venir? L'armée réagit comme il devra le faire. On va revenir sur le terme guérilla qu'on citait tout à l'heure. C'est peut-être là. Il y a une certaine rationalité derrière l'action de l'armée, parce que une transition politique sans l'armée est inconcevable en Algérie, et une transition politique doit se faire dans dans deux directions, soit dans la direction de la Constitution et le fait de rester dans le cadre de la Constitution, c'est ce que défend l'armée, soit de créer une situation de rupture où on va négocier la transition et là on entrera dans... C'est ce que défend justement la société civile. Mais attendez, vous qui êtes enseignant de sciences politiques, expliquez-nous une chose. L'armée dit cette semaine, la semaine écoulée, dit qu'il faut rester dans la légalité constitutionnelle. Très bien, personne n'est contre. Mais comment rester dans une légalité constitutionnelle alors qu'on organise une élection présidentielle où il n'y a pas de candidat, où il n'y a rien dans les textes constitutionnels qui prévoit ce cas? C'est difficile de prévoir une élection sans candidat. Même dans une constitution, c'est très difficile. Alors comment ça va se passer? Parce que justement, la rue a poussé vers la rue justement
depuis maintenant, ça fait plus de 3 mois, a poussé vers la direction de la rupture avec le régime ancien. Et lorsqu'on parle de rupture, on parle d'une situation extra-constitutionnelle. Le problème qui se pose lorsqu'on sort de la Constitution, c'est qu'on entre dans une situation d'instabilité, mais aussi d'incertitude. Pourquoi ? Parce que, étant donné qu'il n'y a pas d'élite, on a parlé tout à l'heure d'élite alternative qui prendrait le relais, il n'y a pas en Algérie une élite qui prendrait le relais, qui pourrait gérer la transition et installer un régime. Le problème qui se pose actuellement, c'est qu'en dehors de l'armée, il n'y a pas d'institution politique au sens propre du terme. Il n'y a pas de parti capable de mener à bien la transition politique. Et on fait quoi ? On se fie à la rue. Oui, c'est bien, justement. Le problème de la rue, c'est qu'il y a des gens qui défendent, ils ont raison, la rue, elle a raison, parce que sans pression sur l'armée ne fera jamais de cadeau, ne cédera jamais. Mais la rue ne peut pas aussi demander justement l'éviction totale de l'armée, parce qu'en dehors de l'armée, vous avez le vide, et le pouvoir n'accepte pas le vide. Ce sont les populistes les populistes et les radicaux qui vont en profiter. Donc, nous sommes devant une situation qui est très très sensible, où chacun essaie de ne pas s'aventurer, de ne pas prendre des décisions brusques, et on s'observe mutuellement. Mais je crois qu'arrivé un moment, l'armée doit céder, mais aussi la rue doit accepter qu'il n'y aurait pas de transition politique, je dirais, sûre sans l'armée. Alors le problème, professeur, c'est qu'on parle de l'armée. Mais de quelle armée on parle ? Elle est personnifiée aujourd'hui en la personne de Gaïd Salah, que refuse justement la rue. Malheureusement, oui. Les jeunes, il faut le dire, hein, parce que le mouvement aujourd'hui de protestation, de révolte en Algérie est porté par les jeunes. Et ceux-ci, on l'avait dit avant que ça n'arrive, sont foncièrement aujourd'hui opposés à Gaïd Salah et ce qu'il représente. Et à leurs yeux, ce qu'elle représente, il est le sosie de Bouteflika. Et c'est ça le véritable problème. Alors, le sosie en uniforme. Un sosie en uniforme et armé. Oui, et la précision, les deux précisions sont utiles. Voilà. Oui. Et donc, maintenant est-ce que l'armée serait capable de trouver une alternative à Gaïd Salah ? C'est une question à poser. Quelqu'un qui va émerger des rangs. Quelqu'un qui va émerger des rangs. Et semble-t-il, il y en a qui sont assez bien aimés de la population, notamment certains hauts galonnés qui ont fait un peu de social, etc., et qui ont une certaine visibilité au Inde. Je ne pense à personne en particulier, mais des solutions sont possibles de ce côté-ci. Je rappelle juste, hein, je suis revenu vers les chiffres pour montrer l'importance des jeunes en Algérie. Alors, les moins de 25 ans, je parle des résidents algériens, hein, pas diaspora, rien du tout. 19 millions quand même, moins de 25 ans. Ils représentent 45% de la population. Alors c'est très important parce que ce sont des gens qui n'ont pas connu la décennie noire. Clairement. Et donc ils n'ont absolument pas peur, ils n'ont pas cette crainte. Les moins de 30... ils n'ont pas vécu. Attendez, c'est la mémoire des parents. Il a été transmise. Une blessure ne s'efface jamais. Et une mémoire blessée revient toujours. Peut-être le tort de l'Algérie est de ne pas avoir tiré justement l'enseignement nécessaire de l'histoire avec une justice transitionnelle, avec ces années noires qui auraient pu amener l'Algérie un peu plus tôt vers une transition démocratique. Mais juste ce chiffre, pour que je ne l'oublie pas, les moins de 30 ans sont au nombre de 21 millions et constituent 54% de la population. C'est très très important. Et aujourd'hui, ce sont ces jeunes qui se réunissent chaque mardi, non pas place de la Poste, mais place des Martyrs, tout un symbole, pour demander la démocratie en Algérie.
Naïm La Kamal, place des commentaire. martyrs, ça leur a été imposé parce qu'ils ont fermé la place de la Porte. C'est pas un choix de la Poste. La C'est pas un choix. Mais un Mais les deux hasard, sont, je- les deux- je- les deux c'est sont- un- les deux sont c'est- emblématiques. Voilà. Non, c'est-à-dire aujourd'hui la problématique, on le voit, on a deux débats, on l'a dit tout à l'heure. On a la société civile qui essaie de s'organiser avec pour débattre des deux alternatives possibles. Une transition à travers une commission, un comité national qui va L'Assemblée organiser la chose, constituante. ou une solution d'aller aux élections précises. C'est les deux choix qui s'opposent aujourd'hui à l'Algérie. La même chose, on le voit chez les partis politiques qui vont inviter des personnalités telles Ibrahimi, telles Mouloud Hamrouch, Ben Yellis, etc. Mais on en a Donc- discuté. Hein. Tous ces gens traînent quelque part des casseroles. Oui, non, etc. oui, ils traînent, Voilà. pas Et ils tous, ne font pas tous. Et ils ne font Vous pas êtes- l'unanimité. Oui, mais personne ne fait aujourd'hui l'unanimité. C'est ça le drame de l'Algérie. Personne ne fait l'unanimité. Mais alors, il faudrait qu'à un moment donné, quelque chose émerge. Parce que ce qui se passe, il y a un débat à l'intérieur de l'Algérie. Nous, on ne voit d'ici, de ce qui se passe en Algérie, on ne voit que cette fête festive de tous les vendredis et de tous les... Et on voit les poursuites. Mais aujourd'hui, l'Algérie, d'abord, il y a des courants traditionnels qui sont en train classiques, qui sont en train de la travailler, mais il y a également la naissance, ou disons, le bourgeonnement de nouveaux courants d'idées et de pensées qui sont en train d'émerger. À un moment donné, ils vont accoucher de quelque chose. Et c'est ce quelque chose dont on ignore aujourd'hui la forme et les dimensions. Alors, l'idéal dans ce genre de situation, où se trouve l'Algérie aujourd'hui, c'est comme tu le disais tout à l'heure, c'est Mohamed, c'est qu'un officier supérieur émerge de l'armée et fasse Gaïd Salah. Et fasse Gaïd Salah, c'est-à-dire avec le soutien du haut commandement, il ne peut pas le faire tout seul, et se pose en homme de la transition. Et c'est lui qui va superviser en ce moment-là. On l'a vu avec la révolution des œillets au Portugal en 1974. Une forme, bien sûr, l'histoire ne se répète pas de la même façon, et surtout pas de la même façon d'un endroit à un autre. Mais le scénario plausible et probable qui pourrait décongestionner l'embouteillage dans lequel se trouve cloisonné aujourd'hui l'Algérie, et quelqu'un qui émerge comme ça et qui dit, bon, table rase. Et c'est l'armée qui va assumer cette transition en disant, dans tel délai, nous allons organiser ceci, cela, et on rend le pouvoir aux civils et on réorganise l'État. Alors, jusque-là, on est d'accord justement. Mohamed Berkhtab, je voudrais rebondir sur ce que dit Naïm Kamal. Jusque-là, ou Mohamed Zeinabi, jusque-là, c'est normal. C'est une discussion au niveau de la société, au niveau de la classe politique. Peut-être qu'il y aurait un militaire qui viendrait, mais d'ici là, un militaire éclairé qui viendrait, mais d'ici là, justement, est-ce qu'il n'y a pas un risque de contagion soudanaise avec une armée actuelle, l'état-major actuel, qui perd ses nerfs et qui va dans la répression violente, ce qu'à Dieu ne plaise, ou alors une coupure d'Internet comme ils ont fait les 6 derniers il y a quelques jours? Bel et bien. Pardon? Cette éventualité existe bel et bien. Donc, il se peut qu'à un moment donné, les choses ne pouvant pas être résolues, c'est l'armée qui va prendre sa décision, et l'armée ne sait faire qu'une seule chose. Lorsqu'il entre en politique, c'est réprimer justement et rétablir l'ordre. L'armée pense toujours en termes d'ordre civil, d'ordre officiel de l'État. Alors maintenant, est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce qu'un éclairé puisse arriver un jour? Non, je ne crois pas qu'il n'y a pas d'élite. Le vrai problème de l'Algérie, c'est qu'il y a un débat, mais il n'y a pas d'élite porteuse de ce débat. Pourquoi? Parce que depuis 50 ans, ce ne serait pas parce que personne n'a envie de se mettre en avant et d'être grillé tout le monde. Est-ce que ce ne serait pas, il n'y a pas d'élite dans un parti, oui. Quand même. Est-ce qu'il n'y aurait pas une peur de se mettre en avant et de se retrouver ou grillé au niveau de la population ou incarcéré par l'armée? L'élite doit se mettre en avant. L'élite, il est toujours avant-gardiste. C'est ça le rôle de l'élite, n'est-ce pas? Mais certains l'ont essayé, mais ils ont... Parce qu'ils avaient des antécédents. Ce sont des gens qui étaient connus. Le problème qui se pose actuellement, c'est qu'en dehors de l'institution de l'armée,
l'armée. Et on sait très bien que l'armée n'a pas de rôle politique à jouer, constitutionnellement parlant, en dehors de l'ordre, de la sécurité interne et externe de l'État. Et lorsqu'on parle de sécurité interne et externe, c'est quelque chose de très élastique. L'armée peut à chaque fois, à chaque moment justement, interpréter la Constitution comme étant, comme si l'ordre en Algérie était menacé et installer justement son ordre. Le problème qui se pose, c'est qu'en dehors de l'armée, vous avez la rue. La rue actuellement n'a pas de seuil. Et se fier à la rue de cette manière, c'est donner l'État, le mener vers une incertitude totale, en fin de compte. Pourquoi? Parce qu'on voit très bien que nous sommes devant des jeunes qui n'ont pas été, je dirais, initiés à la politique institutionnelle et à la pratique institutionnalisée de la politique. Ce sont des gens qui sont épris de liberté, de démocratie, ils veulent instaurer la démocratie immédiatement. Le problème, c'est que si vous évincez l'armée, vous n'avez plus de gaz, vous n'avez plus aussi de force politique, de force institutionnelle quand même, qui peut cadrer cette transition. Et on peut facilement basculer vers le chaos. Parce qu'on a eu des situations dans l'histoire où une situation transitionnelle a dégénéré. Ça, c'est arrivé en Égypte. Donc, des situations transitionnelles ne sont pas toujours des situations sûres. Donc, il faut quand même qu'il y ait des gens rationnels qui peuvent justement primer, je dirais, la raison d'État sur leur raison propre. Très bien. Un commentaire d'Aïm Kamel, le mot de la fin pour vous, Mohamed Zeinabi. Le temps file. Non, c'est-à-dire le chaos reste un risque plausible et probable, mais il y a quand même, que ce soit chez les civils algériens ou les militaires algériens, un souci de ne pas aller vraiment à la confrontation, d'autant plus qu'à l'échelle internationale, les puissances retiennent l'armée. Ils retiennent l'armée sérieusement. Les Américains l'ont clairement dit, les Français également. L'Union européenne, tout le monde, personne n'a envie qu'en Algérie, ça dérape. On a intérêt surtout que ça dérape. Le mot de la fin pour vous, Mohamed Zeinabi. Alors, le résultat de 60 ans de dépolitisation massive, on le voit aujourd'hui. Et contrairement à ce que pensait Bouteflika et son clan, etc., la dépolitisation n'amène pas à l'abêtissement et à une sorte d'obédience aveugle au chef, mais à l'hyperpolitisation. S'il y a un seul enseignement de l'histoire à tirer de ce qui se passe en Algérie, c'est celui-ci. Et le monde entier doit... C'est l'absence de tout corps intermédiaire. Voilà, c'est l'absence de... Et l'hyperpolitisation, insoupçonnée des jeunes, se montre à travers les slogans, par exemple. Et aujourd'hui, les jeunes, qu'est-ce qu'ils disent? Et dans leur déclaration, et donc, bien sûr, ce sont des jeunes, on ne peut pas leur demander de trouver une solution. En algérien, c'est évincer ou tuer. D'accord. Ça peut signifier aussi effacer. C'est sûr, effacer. Je crois qu'ils ne sont pas dans la violence. Jusqu'à présent, ils ne sont pas dans la violence et dans leurs déclarations, ils restent quand même pacifistes, etc. Mais alors, ce que je voulais dire, c'est que vous m'avez fait oublier mon idée, mais il faut mettre quelques secondes pour vous rappeler. La dépolitisation amène à l'hyperpolitisation, mais aujourd'hui, et c'est ça ce que je voulais dire, en fait, on ne peut pas enlever le mérite à ces jeunes d'avoir provoqué la révolution. Et aujourd'hui, ce dont ont peur les observateurs, c'est que en proclamant ce mérite d'avoir provoqué la révolution, les jeunes eux-mêmes deviennent des rentiers politiques. Mais qu'est-ce qu'on va en gagner ? On va pas en arriver jusque-là. Je pense qu'il y a des choses quand même, il y a une dynamique positive qui est en train de se faire pour ce week-end et pour la fin du mois. Je ne pense pas qu'on arrive à ça. L'hyperpolitisation, il faudrait la développer. On y reviendra très certainement parce qu'on suit ce qui se passe, on observe, on admire et on suivra. Donc c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous trois d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Merci.